Bien, donc nous allons voir dans ce paragraphe la structure moléculaire, c'est-à-dire la manière avec laquelle on va pouvoir écrire une molécule organique avec ses liaisons, ses atomes, etc. Avant de commencer, il y a quelque chose d'extrêmement important que vous devez avoir en tête avant de commencer ce paragraphe, c'est de respecter, à chaque fois qu'on veut écrire une molécule, respecter la valence de chacun de ces atomes qui la composent. Autrement dit, les molécules organiques, il n'y a pas tellement d'éléments chimiques qui y participent. Il y a le carbone avec la valence 4, l'hydrogène avec la valence 1, l'oxygène avec la valence 2 et l'azote avec la valence 3. N'oubliez pas non plus que les halogènes qui font partie aussi de certains composés organiques auront la valence 1. On retrouve aussi le soufre qui aura la valence 2. Et puis voilà, donc c'est l'essentiel à savoir pour pouvoir écrire des molécules correctes, des molécules organiques. L'écriture des... Alors comment on va écrire? Les chimistes, vous savez, il y a plusieurs manières différentes pour représenter les molécules. Dans un premier temps, on va voir la formule brute. Vous allez voir ce que c'est. Ensuite, on va passer à des formules beaucoup plus structurées dans lesquelles on voit les liaisons, on voit les atomes, etc. C'est les formules développées planes, formules semi-développées ou bien des formules simplifiées. Formule brute. Qu'est-ce qu'on entend parler par formule brute? La formule brute d'un composé s'écrit CXHYOZNT. Et vous voyez, quand on écrit une formule brute comme celle-ci, il n'y a pas de liaison. On ne voit pas du tout comment ils sont faites les connexions entre les différents atomes. Tout ce que cette formule nous indique, c'est tout simplement le nombre d'atomes qu'on a, c'est-à-dire que quand on écrit une formule brute comme celle-ci, on a X atomes de carbone, Y atomes d'hydrogène, Z atomes d'oxygène et T atomes d'azote. Et comme vous le voyez, cette formule brute nous indique également la nature des atomes qui composent la molécule. En l'occurrence, cette formule brute contient du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Alors, quand on fabrique un produit ou on synthétise un produit, pour vérifier que le produit qu'on a obtenu, c'est bien celui qu'on cherche, une des premières analyses qu'on fait de ce produit, c'est ce qu'on appelle l'analyse élémentaire ou bien l'analyse centésimale. Alors, l'analyse élémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est comme son nom l'indique, c'est l'analyse qui va nous permettre de connaître, de savoir quels sont les éléments qui constituent cette molécule. Et pour faire cette analyse, qui est sur le plan technique, c'est une technique qui est assez complexe, mais dont le concept est assez simple. Sur quoi est basée l'analyse élémentaire qui va nous permettre de déterminer X, Y, Z et T? Elle est basée tout simplement sur la combustion de la matière organique. Qu'est-ce que c'est que la combustion de la matière organique? C'est tout simplement brûler la matière organique en présence de l'oxygène de l'air. Et quand on brûle, et on a eu de la chance que quand on brûle toute matière organique en présence d'oxygène, ça va nous donner de manière quantitative du CO2 ou bien H2O, de l'eau, gaz carbonique et de l'eau, et du N2 après transformation de dérivés d'azote.
Le plus important là-dedans, ce que ça veut dire de manière quantitative? Ça veut dire que quand on arrive à brûler cette matière organique, c'est X, H, Y ou Z, tout le carbone du CO2 provient de ce carbone-là. Tous les hydrogènes de l'eau vont provenir de ma matière organique de départ. Et l'azote qui se forme aussi, c'est l'azote qui était contenu dans le composé. Bien évidemment, comme l'oxygène a servi à faire la combustion de cette molécule-là, l'oxygène du CO2 ou bien de H2O, il peut provenir soit de cette molécule, soit de l'oxygène qui a permis de faire cette réaction qui est la combustion. Donc après, il suffit de connaître la masse du CO2 dégagé, la masse d'H2O, la masse de N2 pour pouvoir déterminer de manière expérimentale X, Y, Z et T. Exemple de combustion de certains produits organiques. Si vous mettez C3H4O2 qui est une molécule organique en présence de 3 molécules d'oxygène, cela va vous donner 3 molécules de CO2 et 2 molécules de H2O. Cette combustion-là, quel est l'intérêt de cette combustion-là? C'est certainement pas pour obtenir ni le CO2 ni H2O, mais sachez que cette combustion-là est une réaction particulièrement exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage beaucoup de chaleur. Et quel est l'intérêt de faire cette combustion? L'intérêt de cette combustion, c'est de pouvoir récupérer cette énergie dégagée pour pouvoir se chauffer, faire des tas de choses. La deuxième réaction de combustion, bon, on a fait exprès de donner quelque chose que vous connaissez très bien. C4H10, c'est le butane. C'est le gaz qui est contenu dans les bonbonnes de gaz qui servent dans les cuisines et pour les gazinières. Si vous mettez donc du butane avec 13 demi-molécules d'oxygène, cela va vous donner 4 molécules de CO2 et 5 molécules d'H2O. Et là aussi, le plus important, c'est que la réaction est exothermique, c'est le dégagement de chaleur, et ce dégagement de chaleur, c'est ce qui permet d'allumer le gaz et d'avoir une flamme qui va vous permettre de faire la cuisine, de chauffer de l'eau, etc. Là, c'est le propane, c'est 3H8, qui n'a besoin que de 5 molécules d'oxygène pour avoir de 3 CO2 plus 4 H2O, mais là encore, et encore une fois, c'est ce qui permet de dégager comme chaleur cette réaction qui nous intéresse le plus. Donc, pour pouvoir rechercher la structure des molécules à partir de la formule brute, vous voyez bien que la formule brute, c'est X, H, Y, O, Z, N, T. Ça ne vous donne strictement rien comme information concernant quelles sont les liaisons qu'on va avoir, quels sont les éléments qui sont liés entre eux et qui ne sont pas liés entre eux, etc. Donc, avant d'aller chercher la structure de cette molécule ou de cette formule brute, il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est que il faut voir est-ce que cette formule brute va nous permettre d'écrire une structure qui va respecter la valence du carbone, la valence de l'hydrogène, la valence de l'oxygène et la valence de l'azote. On est bien d'accord? Et pour cela, il y a un calcul relativement simple. Quand on a une formule brute, on calcule ce qu'on appelle l'indice d'insaturation I, et selon la valeur que va prendre l'indice d'insaturation I, cela va nous renseigner sur deux choses. Le calcul de cet indice d'insaturation, il vérifie d'abord est-ce que la formule brute est réelle ou pas. Ça veut dire que si vous mettez 3 atomes de carbone, 10 atomes d'oxyde d'hydrogène, etc., est-ce qu'à partir de cette formule brute, est-ce que je suis capable d'écrire une structure qui va respecter la valence de chacun des atomes qui constituent cette molécule? La deuxième chose que cet indice d'insaturation va
va nous renseigner pour pouvoir écrire cette molécule, c'est que selon la valeur de I, on va pouvoir connaître le nombre de liaisons pi ou bien le nombre de cycles qui contenus dans cette molécule. Le degré d'insaturation, je vous le donne dans cette partie du cours comme ceci. Et juste après, il va y avoir une vidéo et audio qui va expliquer encore davantage ce degré d'insaturation. Donc pour l'instant, retenez que le degré d'insaturation est égal à 2x plus 2. Dans une formule CX HY OZNT, X étant le nombre d'atomes de carbone et 2x plus 2, c'est le nombre d'atomes d'hydrogène maximum que vous pouvez mettre dans la molécule. Ça vient du fait que le carbone il est tétravalent et c'est la raison pour laquelle quand vous avez CX HY, le nombre d'atomes maximum d'hydrogène que vous pouvez avoir, c'est 2x plus 2, auquel vous enlevez Y' qui est le nombre d'atomes monovalents. Alors je dis bien monovalents. Quels sont les atomes monovalents qu'on trouve dans les composés organiques? C'est essentiellement l'hydrogène, mais n'oubliez surtout pas que les halogènes sont aussi monovalents. Donc, de ce nombre maximum d'hydrogène, vous enlevez le nombre d'atomes monovalents et vous rajoutez une fois le nombre d'atomes trivalents. Vous divisez le tout par 2 et vous avez ce degré d'insaturation. Alors ce degré d'insaturation, il doit être entier et supérieur ou égal à 0. Si vous avez un I qui est négatif, vous pouvez vous dire que votre structure de formule brute, impossible de l'écrire. Impossible d'écrire une structure moléculaire dans laquelle l'indice d'insaturation d'une formule brute est négatif ou bien c'est une fraction. Donc il faut qu'il soit entier, supérieur ou égal à 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc, dans cette formule, Y' étant le nombre d'atomes monovalents, donc n'oubliez pas, vous avez l'hydrogène, mais vous avez aussi les halogènes, le fluor, le chlore, le bromiode. T étant le nombre d'atomes trivalents, l'azote, ça peut être parfois le phosphore, c'est rare, mais il y a des molécules organiques qui renferment le phosphore. Et X étant le nombre d'atomes tétravalents, c'est le carbone essentiellement. Les atomes, vous remarquerez que dans cette formule, les atomes bivalents tels que l'oxygène ou le soufre n'interviennent pas dans le calcul de I. Une dernière chose, si I est égal à 0, cela veut dire que la molécule est saturée. Alors le mot saturé en arabe c'est amr, et une molécule qui est saturée, ça veut dire que c'est une molécule qui ne renferme ni double liaison, bien évidemment ni triple liaison, ni cycle. C'est une molécule dans laquelle vous n'avez que des liaisons sigma. Voilà ce que ça veut dire. Donc vous voyez, à partir d'une formule brute, si je calcule I et que je trouve que I est égal à 0, je dois faire attention, quand je vais écrire ma structure moléculaire à partir de la formule brute, je ne dois pas mettre de double liaison, je ne dois pas mettre de triple liaison, je ne dois pas mettre de cycle. Si I est égal à 1, ça veut dire que j'ai une insaturation. Et qu'est-ce que ça veut dire une insaturation? Ça veut dire que c'est une liaison pi ou bien un cycle. Donc vous voyez, j'ai une formule brute, je dois écrire quelques structures qui correspondent à cette formule brute. Pour cela, je calcule I. Si I est égal à 1, ça veut dire que, attention, avant d'écrire cette structure moléculaire, je dois inclure obligatoirement une double liaison ou bien un cycle. Si I est égal à 2, vous avez deux insaturations.
Et deux insaturations, ça veut dire quoi? C'est deux liaisons pi, qui peut être une triple liaison ou deux doubles liaisons. Ça peut être un cycle et une liaison pi. Ça peut être deux cycles. Donc voilà à peu près comment on passe d'une formule brute à une structure moléculaire. Faites très attention à cette partie du cours. Les premiers exercices que vous allez avoir dans les séances de travaux dirigés vont concerner tout simplement des molécules, des formules brutes qu'on vous donne, et c'est à vous de déterminer et de dire est-ce que les formules brutes sont réelles ou bien impossibles à écrire. Donc vous voyez, pour cela, c'est aussi simple que cela. Calculez I, et il faut que I soit entier et positif.